Nous accueillons donc Jean-Michel Toulouse, membre du bureau politique du Pardem. À nouveau. Il est là, qui va parler du budget français, de la France. On verra. Et Fadi Kassem, secrétaire national du PRCF. Oui, Quel aussi. rapport de force pour quelle riposte? Y a C'est rien à en côté gros de moi. des trames. Évidemment, tout ça va se croiser. Et je rappelle qu'à la suite de cette séance, Comment ce sera la clôture. Norille. Oh, c'est beau. Ce sera la clôture avec d'abord souveraineté européenne ou souveraineté de la France et du peuple, il faut choisir. Voilà. Donc allons-y, nous sommes partis, il est 13h40, c'est ça? Oui. 40, voilà, c'est parti. Jusqu'à 45. Nous prendrons déjà, vous allez parler juste... Non, je guette, il faudra avoir fini à 15h. Allez, avec les débats. Bah oui. Qui commence? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Maintenant, c'est autogestion. Parfait, d'attributs. merci chers camarades. C'est gestion titiste. Bon, chers camarades et amis, merci de m'avoir confié ce travail. Bon, vous savez qu'on nous rabat les oreilles, on nous rebat les oreilles avec cette histoire de budget. Il faut un budget pour la France. D'accord, on a entendu ça je ne sais combien de fois. Mais de quel budget s'agit-il? Alors d'abord, je parle sous le contrôle de mes camarades du groupe budgétaire du Pardem, Patrick et Annick, notamment, qui ne manqueront pas de me reprendre si... voilà, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste financier, naturellement. Comme vous le savez, je n'étais que directeur d'hôpital. Alors, je traiterai 3 points. Un budget de classe directement issu des directives de l'Union européenne. Quel contre-budget pourrait-on proposer, sans trop entrer dans les détails? Et quelle force à mettre en mouvement pour y parvenir? Bon, alors là, je serai beaucoup plus bref, puisque la suite du débat va justement parler de ça. Bien. Alors, évidemment, un budget, c'est l'acte politique par excellence d'une collectivité. Puisque c'est par un budget, naturellement, annuel, que, principe de l'annualité budgétaire, on fixe des objectifs pour les années qui viennent. Sauf que ces objectifs, comme ça a été dit et redit, c'est plus nous qui les fixons. Puisqu'ils sont fixés, comme vous le savez, par préemption, on va dire, par soit la Commission de Bruxelles, soit la Banque centrale européenne, soit la Cour de justice de l'Union européenne. Et accessoirement d'ailleurs, du Conseil des chefs d'État, qui eux-mêmes ne sont que les marionnettes de forces économiques qui sont au-dessus d'eux. Donc, premier point, un budget de classe dicté par les GOP, les fameuses GOP, les grandes orientations de politique économique, les directives européennes et le fameux semestre européen. Alors, on ne perdra pas son temps à différencier les diverses versions. Barnier, le Bayrou, le Cornu 1, le Cornu 2, car c'est la même marchandise, vous vous en doutez, sous des emballages similaires. La bourgeoisie parisienne, comprador et soumise au capital nord-américain, ça c'est de moi, est habituée à se gaver de profits depuis plusieurs décennies. On va dire depuis 50 ans, la phase néolibérale du capitalisme. Et donc, ose tout, naturellement, sans honte. Alors, il n'est pas inutile de s'attarder sur quelques mesures dont le principe fondamental est, 2 points, tout faire payer par les classes populaires et le moins possible par la classe dominante. Je vais donner donc quelques chiffres, excusez-moi d'être un peu parfois trop arithmétique, sachant que la discussion n'est pas du tout finie. Elle est en cours, elle est toujours en cours, et que des variations sont probables
et même sûr, du fait des marchandages, de ce que certains découvrent comme étant la démocratie parlementaire, entre guillemets, retrouvée, paraît-il, et les trahisons du Parti socialiste. Ce qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à s'exprimer comme ça, ainsi que d'ailleurs d'un certain nombre d'autres, vous allez voir tout à l'heure. Et tout cela sans garantie de ne pas voir le projet gouvernemental initial imposé par ordonnance, article 47 de la Constitution, vous connaissez bien, que ce soit d'ailleurs le PLF, projet de loi de finances de l'État, ou le PLF SS, même chose, sécurité sociale. Donc toutes les mesures que je vais citer sont soit acquises, soit envisagées, soit discutées, soit probables. Discussion est en cours. Le point culminant sera, vous le savez, le 23 décembre prochain, puisque c'est le délai pour les 70 jours, pour ce qui concerne le budget de l'État. Alors, les objectifs ont été déterminés, bien entendu, ils sont prédéterminés. C'est un déficit public de 4,7% du PIB en 2026 et de moins de 3% en 2029. Règle imposée, comme vous le savez, par les traités de l'Union européenne. Cela signifie que nos chers politiques doivent faire 17 milliards d'euros d'économies et 14 milliards d'euros de recettes supplémentaires, ce qui implique des mesures sans précédent de réaction sociale et d'atteinte brutale contre les classes populaires, je vais en citer quelques-unes, avec, pour appâter le Parti socialiste, sans toutefois s'aliéner le RN et LR, dont on aura besoin des voix. Quelques mesures donc ont été, vous verrez, cédées, notamment le fameux décalage de quelques mois de la réforme scélérate des retraites, et peut-être un ersatz, ils ont fait un petit pas, de cette fameuse taxe Zuckman allégée. Bon, on verra que on parle beaucoup de la taxe Zuckman, mais c'est un leurre, c'est une imposture. En fait, quelles que soient les sympathies qu'on puisse avoir pour les rares économistes qui osent toucher un tout petit peu aux intérêts du capital. Alors les mesures, excusez-moi, je vais faire une petite énumération, mais on ne peut pas s'en dispenser quand on parle budget. Bon. Alors rappelez-vous, ce sont des mesures soit votées, soit refusées, soit proposées, soit probables, soit inéluctables. Dans l'esprit, naturellement, de ceux et celles qui nous gouvernent. Alors, c'est dans le désordre, parce que, vous savez, j'ai écrit ça il y a 8 jours. Toutes les 3 ou 4 heures, je modifiais parce qu'il y avait des trucs qui... c'est, pour reprendre la formule de ce matin, un véritable bordel, le débat parlementaire, budgétaire, actuellement. Bon, donc vous avez indistinctement... J'ai pas pu réordonner, veuillez m'excuser. Ça l'était au début, ça l'est plus. Donc la baisse des prises en charge des cures thermales. Bravo pour nos malades. Une moindre prise en charge pour les patients ALD. ALD, c'est affection de longue durée. C'est quoi? C'est les maladies chroniques, c'est le cancer, c'est les maladies cognitives. Une année blanche pour les retraités et les fonctionnaires. Alors il paraît que le gouvernement est revenu là-dessus. Mais comme ça va passer au Sénat, attendant de savoir ce qui va revenir du Sénat, et attendant ce que pourra décider plus tard la commission mixte paritaire, parce qu'il y en aura une, naturellement. Ça va de soi. Les années blanches, l'année blanche, je vous ai dit, pour les retraités et les fonctionnaires, une atteinte aux prescriptions des arrêts de travail, la suppression de l'abattement forfaitaire de 10% pour l'impôt sur le revenu des retraités et le remplacement par un forfait de 2 000 € indifférencié, mesure le corps nu, qui est revenu là-dessus, puis qui a été rediscuté, ce qui fait qu'on ne sait plus ce qui va en sortir. La non-revalorisation par rapport à l'inflation du RSA et de l'AAH, dans le revenu de solidarité active, j'aime bien l'euphémisme, qu'on doit à l'ancien président ou directeur de la PHP, là, j'ai oublié son nom. Bref,
et de l'AAH, donc l'allocation pour adultes handicapés. Tout ça ne serait pas revalorisé par l'inflation, puis ils sont revenus dessus, puis c'est discuté, puis ça part au Sénat, si bien qu'on ne sait pas ce qui va encore une fois sortir de tout ça. Même chose pour l'impôt sur le revenu, ce qui accroît naturellement les nouveaux imposés de 2 à 300 000. Ça aussi, il paraîtrait que ça serait contesté. On verra bien. La fiscalisation des indemnités journalières des malades ALD, forfaiture suprême, comme je l'ai dit tout à l'heure. La taxe sur les complémentaires santé, ils vont jusque-là. La suppression des réductions d'impôts pour les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur. Merci pour les familles populaires. Le doublement du plafond des franchises médicales, ce qui entraîne des dépenses contraintes qui passeraient de 50 à plus de 150 euros. Ça aussi, c'est discuté. Résultat des courses, là, sur cette simple mesure, 2,3 milliards d'économies sur le dos des malades. La taxe sur les petits colis et le vapotage, sur le sucre, sur l'alcool, sur le tabac, et je dirais sur la quasi-totalité des éléments de la vie quotidienne du peuple. La suppression de 3319 postes dans la fonction publique, la baisse des salaires des apprentis de 20%, merci pour eux. La baisse, par contre, de la CVAE, la cotisation, oui, parce que moi non plus, je ne savais pas trop ce que c'était ce truc-là, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cadeau fiscal de 1,3 milliard d'euros en plus du reste, sur lequel je vais revenir, rassurez-vous. Les exonérations de cotisations sociales de la sécurité sociale pour les entreprises, 75 milliards d'euros en 2024. Parmi les 211, ça a été cité. Alors, vous savez qu'il y a 2 journalistes du Nouvel Obs, on ne les attendait pas de ce côté-là. Ils disent que c'est même pas 211 milliards, c'est 270 milliards. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Retournement. Je suis en train de parcourir. Donc 270 milliards d'aides inconditionnelles de toute nature. Il y en a plus de 2000, je ne sais pas si vous voyez, une sorte de maquis que même l'inspection générale des finances n'arrive pas à identifier totalement. C'est dire. La défiscalisation des charges sociales et des allègements sur les heures supplémentaires, véritable trappe à bas salaire, au bénéfice du patronat, naturellement. Aucune mesure contre l'optimisation fiscale et la fraude, qui est évaluée pour les plus optimistes à 80 milliards, pour les moins à plus de 100 milliards d'euros. Nous, on a tout lieu de croire que c'est même supérieur à 100 milliards d'euros. Mais bon. Rappelons qu'en 2025, il y a eu cependant, déjà, si on peut dire, 30 milliards de rachats d'actions et 100 milliards de dividendes distribués, tout cela avec, je dirais, des taxes complètement mineures ou inexistantes. Rappelons parallèlement que la fortune des 500 plus grandes fortunes de France, la richesse des 500 plus grandes fortunes de France a doublé en 10 ans et représente à ce jour 1228 milliards d'euros, alors qu'il y a, d'un autre côté, 10 millions de pauvres dans ce pays. Un plan antisocial à bas bruit contre toutes les associations par l'intermédiaire de la diminution des subventions, ce qui fait qu'elles sont obligées de licencier. Voilà. Donc la vie associative française, qui était un exemple, je dirais, de dynamisme, bon, avec des hauts et des bas, est clairement mise en danger. Rappelons par contre que l'impôt sur les sociétés ne représente plus que 25% des profits, contre 45% il y a quelque temps. Voilà, alors il est clair que l'origine des problèmes, ça n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on nous fait croire, l'augmentation des dépenses de l'État, qui sont d'ailleurs stables par rapport au PIB, parce qu'il faut savoir faire les comparaisons qu'il faut. Et contrairement à ce que raconte toujours le patronat, la Macronie, LR, mais aussi le RN, et d'autres, le problème se situe plutôt dans la baisse des recettes, et non pas dans l'augmentation des dépenses. 2 exemples qui suffiront à se faire comprendre. La baisse de l'impôt sur les sociétés, je viens d'en parler, de 45 à 25%. Et l'affectation
ça aussi c'est une scélératesse assez intéressante, l'affectation d'une grosse part de la TVA à la sécurité sociale pour compenser les baisses de cotisations patronales. Donc un détournement de l'utilisation de la TVA, qui, comme vous le savez, est l'impôt le plus injuste, puisqu'il frappe tout le monde, quel que soit le revenu. Bon, toutes ces mesures ultra-réactionnaires sont prévues dans le projet de budget, le Cornu 2, adopté en Conseil des ministres le 14 octobre dernier, donc, et figure dans le PLFSS ou le PLF. Alors, pour acheter la non-censure du Parti socialiste, et celle d'autres, ou son abstention lors du futur vote des lois, donc PLF et PLFSS, le Cornu a fait un certain nombre de propositions non susceptibles, encore une fois, de s'aliéner l'accord ou la neutralité bienveillante de LR, du PS et du RN. J'ai appris d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, que hier soir, le PS, les Verts et le PC, surprenant. Et le PC, voilà, ont adopté la partie recette du PLFSS. Malgré tout ce que je viens de dire, et puis les petites améliorations qui ne manqueront pas de venir. Voilà, seul LFI a voté contre. Alors, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, notre cher Premier ministre, le Cornu 2, a fait savoir qu'il était prêt à discuter sur un certain nombre de choses. Bon, je vous les énumère, ça sera rapide. Le simple décalage de la réforme des retraites, ce qui veut dire ni suspension ni abrogation. La taxe sur les holdings patrimoniales, mais sans toucher aux biens professionnels. La surtaxe sur les bénéfices divisée par 2 et prolongée de 1 an. 4 milliards de recettes, alors que l'ISF pouvait, ce n'était pas le cas, mais pouvait en rapporter plus, et que la taxe Zuckman, rien qu'elle, c'était 15 milliards. Vous vous rappelez, hein? Bon. La surtaxe des hauts revenus supérieure à 250 000 euros ou 500 000 euros pour un couple. C'est pas sûr du tout que ça soit maintenu, hein. Le recentrage, guillemets, le recentrage des aides d'État aux entreprises. Alors vous savez, on les chiffre à 270 milliards, donc. Hein, je prends le chiffre des gus du Nouvel Obs, pourquoi pas. Bon. Eh bien, ça représente 1,5 milliard sur les 270 qui sont généreusement distribués par l'État. Bon, rendons hommage quand même à Fabien Gay, hein, sénateur communiste, qui a déterré un petit peu ces chiffres. C'est lui qui a fait son rapport, là, au Sénat, qui est chiffré à 211 milliards. Bon, parfois ils sont utiles, il faut savoir le reconnaître. On le savait déjà. Alors, il faut savoir qu'il serait d'accord pour supprimer ou modifier ou amodier 23 niches fiscales sur les 474. Il y en a 474 niches fiscales. D'accord. Bon. Alors, pour finir sur ce premier point, je ne vais pas trop vous assommer. Enfin, vous avez eu le temps de voir un petit peu comment est orienté ce projet de budget et qui il va toucher au premier chef. Donc, pour finir sur ce premier point, tout cela résulte des directives européennes, comme je l'ai déjà dit, avec un bombardement idéologique sur la dette, entre guillemets, 3 400 milliards d'euros, créés par qui et par quelles conditions, dans quelles conditions et pourquoi, alors qu'une dette d'État, ça se roule et ça ne se rembourse pas. Et si ça se remboursait, il faudrait commencer par voir quel est le pourcentage des dettes illégitimes qu'il faudrait surtout pas rembourser. Voilà. Et que, bien entendu, cette dette doit être comparée non pas à un PIB annuel, qui n'a absolument aucun sens, hein, non pas un PIB annuel, mais par rapport à tout le patrimoine cumulé du pays. Et là, on est loin des 125% du PIB. Hein. C'est ridicule de faire ce genre de comparaison. Voilà. Eh bien, malgré tout ça, j'ai vu aussi ce matin, avant de venir, qu'il y a 300 patrons qui crient au scandale dans l'Express, avec à sa tête de délégation Rox de Bézieux, hein, qui prétend que
trop c'est trop. Il y a trop de textes pour le patronat. D'accord. Bon, ce qui nous confirme dans le fait que ces gens-là, si vous voulez, sont tellement habitués à être gavés qu'ils ne toléreront plus rien. Rappelons, pour finir, ce premier point, qu'il y a un seul budget qui s'accroît de façon significative, vous avez compris lequel c'est le budget des armées, pour 6,6 milliards d'euros. Et vous savez que l'objectif de Macron, c'est de porter ce budget à 100 milliards d'euros en 2030. Ça serait donc, et de loin, le premier budget de la nation. Il surclasserait même les charges d'intérêt de la totalité de nos emprunts. Situé à 65 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Bien. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Deuxième point. Si on était appelé au pouvoir, qui est notre objectif. Bon, alors ça a été un petit peu dit depuis ces 2 jours, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Puis je vous renvoie au programme du Pardem, où on a fait un contre-budget complet, où on donne tous les détails de ce que nous ferions si on avait à gérer l'État et le pays. On se bornera donc ici, si vous me pardonnez, à quelques mesures qu'un gouvernement populaire pourrait prendre immédiatement. Bon, Jacques, d'autres en ont parlé, je vais pas m'étendre. Mais enfin, quand même, pour bien faire la différence, si vous voulez, avec le premier point, je crois qu'il faut dire un certain nombre de choses. D'abord, supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales. 80 milliards d'euros à ce jour. Supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales. Bon, deuxièmement, égalité des salaires hommes-femmes. Ça, c'est 6 milliards d'euros par an, de plus, pour les recettes de la Sécu. Et c'est la loi. Et ça devrait exister. Élargir l'assiette des cotisations sociales à toutes les primes. Alors, dans le privé, je connais mal. Dans le privé, il faut savoir que parfois, allez, on va dire, plus d'un gros tiers de leur rémunération, ce sont des primes. Ouais. Qui ne sont pas assujetties, bien sûr. Bon. Et que vous perdez naturellement le jour de votre retraite, ça va de soi. OK. Bon, ça, c'est 5 milliards d'euros par an. Instaurer un forfait social sur les dividendes. Ça n'existe pas aujourd'hui. 10 milliards d'euros. Interdire le travail illégal. Ça existe en France. 8 milliards d'euros. Réévaluation des aides aux entreprises. Alors, 211, d'après Fabien Gay, et son collègue LR, je crois. 270, si on en croit les 2 gus du Nouvel Obs. Il y a une femme et un homme, d'ailleurs. Je n'ai pas retenu leur nom, veuillez m'excuser. Donc, réévaluer ces aides, Jacques en a parlé, j'arrête. Ces aides aux entreprises, donc 270 millions, réorienter vers quoi? Vers des nationalisations, ça a été dit, bien sûr, et la réindustrialisation du pays, ça a été dit aussi. Alors moi, les derniers chiffres que j'avais, c'est le voisin de ce qu'a dit Jacques ce matin. Avant l'euro, l'industrie pesait 23% du PIB. En 2024, 9%. T'as dit 10. Mais ça dégringole tous les ans. Ça dégringole tous les ans. D'ailleurs, vous avez vu ce qui va se passer pour la métallurgie, qui est en danger dans ce pays. Et sans métallurgie, pas d'industrie. Donc, voilà où on va, quoi. Bon. La suppression de la flat tax, le fameux PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui empêche 9 milliards de recettes. Et l'imposition des héritages supérieurs à un seuil à définir. Je ne me suis pas amusé à définir ce seuil. C'est la discussion démocratique qui en discutera, même si nous avons nos propres propositions. Je vous passe ça. Vous voyez bien que, si vous voulez, cette mesure, c'est quand même l'exact contraire du fameux pacte d'Utreil, qui précise que jusqu'à 75% pour la succession des entreprises, on ne touche à rien. C'est ça le pacte d'Utreil, qu'il faudra revoir naturellement. Donc une taxe sur les transactions financières, je ne m'étends pas,
et une véritable taxe sur les patrimoines des grandes fortunes, et pas seulement la taxe Zuckman. Parce que la taxe Zuckman, vous vous souvenez, c'est 2% seulement sur des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Il y a un paquet de fortunes qui sont bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Bon, et ça ne toucherait que 1800 individus. Bon, j'aime bien, comment il s'appelle, Zuckman, mais franchement, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Et je ne suis pas sûr que ça le vaille un tel enthousiasme, notamment de nos chers amis socialistes. Réformer l'impôt sur le revenu en introduisant 12 à 14 tranches progressives, ce qui n'est pas le cas. Je crois qu'on va jusqu'à 16 au niveau du pardon. Remodeler la TVA pour épargner les consommations populaires et surtaxer le luxe et les consommations non indispensables, de ce que les économistes appellent l'effet Veblen. Je n'étends pas. C'est ma petite marque. Bon, pour faire croire que je touche à l'économie, naturellement, ce n'est pas le cas. Bon, voilà un ensemble de mesures immédiatement applicables et qui pourraient permettre quoi? Pourquoi on ferait tout ça? Eh bien, un rétablissement clair et net des comptes de la sécurité sociale. Je vous signale que les 23 milliards d'euros de déficit, de trous, entre guillemets, dont on nous rebat les oreilles, une simple mesure suffirait à l'éliminer. C'est que l'État reverse à son destinataire normal, c'est-à-dire les caisses de sécurité sociale, de toutes les taxes concernant l'alcool et le tabac. Ajoutons-y peut-être un petit peu de ce qui touche sur le carburant. Une grande politique sociale pour l'hôpital, l'éducation et la recherche. Je vous signale que depuis 2017, 20 000 lits ont été supprimés dans les hôpitaux. Je suis bien placé pour vous en parler. Là, on s'oriente vers un effondrement clair et net de l'hôpital public dans les 4 à 5 ans qui viennent, si ça continue. Bon, vous le voyez tous les jours. Hein. Vous le voyez tous les jours. Vous voulez un rendez-vous chez un cardiologue. Bon, ça, je l'ai vécu. Je peux vous... Je peux... Pardon. Vous en parlez. Il vous faut... On m'a dit, vous n'aurez pas de rendez-vous. C'était pas pour moi. Avant 1 an et demi. Et c'est en Gironde que ça se passe. Bref. Une politique du logement... Il faut savoir que 2,8 millions de ménages sont en attente. Un programme de réindustrialisation, j'arrête là, puisque ça a été très 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 clairement dit ce matin. Le règlement d'une des plaies du pays, qui est le chômage de masse. Au Pardem, nous avons des mesures qui s'appellent le droit opposable à l'emploi. La revalorisation de l'ensemble des rémunérations, salaires et pensions. On aurait largement la possibilité de le faire avec toutes les recettes dont je vous ai parlé. Donc vous avez bien compris que la condition de possibilité de ce programme, c'est la sortie de l'UE et de l'euro pour rendre au peuple français sa pleine souveraineté. Voilà, je finirai ce deuxième point en vous disant la dernière trouvaille de la Commission, vous l'avez vu, c'est l'interdiction des découverts bancaires. Qui toucheront qui? D'abord et avant tout, les classes populaires. Et vous avez vu aussi que l'ensemble des choix budgétaires, ce sont des choix politiques et non pas techniques. Des choix politiques. Bon, les conditions de la riposte, j'irai très vite. Bon, je voulais vous parler aussi entre-temps, de ce que notre ami Le Cornu avait accepté ou pas. J'en ai déjà touché 2 mots, je passe vite parce que, encore une fois, ça change tous les jours. Donc c'est peut-être pas la peine. Puis je vous ai déjà à peu près tout dit. Bon, alors, comme vous le savez, la procédure budgétaire est ainsi faite. C'est la Constitution, c'est les articles 40, 47, 48, etc., etc. Tout reste possible. D'abord, la première lecture est terminée à l'Assemblée nationale.
on passe au Sénat le 23 novembre. Qu'est-ce qui va sortir du Sénat? Qui a une majorité de droite. Comme vous le savez. La deuxième lecture à l'Assemblée commencera le 13 novembre. Donc on est dans l'incertitude, puisqu'il y a toute la partie dépenses à traiter. Comme ils n'arriveront pas à se mettre d'accord, Sénat et Assemblée nationale, immanquablement, il y aura une commission mixte paritaire, CMP, qui est contrôlée par la droite. Qu'est-ce qui sortira de la CMP? Vous avez aussi l'article 40 de la Constitution, qui ligote les parlementaires, qui n'ont pas le droit ni de proposer une dépense si elle n'est pas financée. Voilà, il n'y a pas de nini d'ailleurs, c'est la principale disposition de l'article 40. Voilà, donc à quoi sert un député s'il n'a même pas la possibilité de faire une proposition qui engage les finances de l'État? Bon. L'article 47, alors l'article 47, vous savez, c'est cet article qui donne au gouvernement la possibilité de fixer le budget de l'année qui vient, soit par ordonnance, soit par loi spéciale. La loi spéciale reconduit le budget précédent, ce qu'on appelle les services votés, pour ceux qui ont fait un peu de droit financier. Et sans compter le fameux article 16, parce que, bon, je n'y crois pas personnellement, mais je ne l'écarte pas non plus, parce que, comme vous le savez, l'article 16, issu d'un certain article de la Constitution de Weimar, si je me rappelle bien, donne les pleins pouvoirs donc au chef de l'exécutif, sans aucun contrôle. Et cet article 16 de mémoire dit que le président, une fois qu'il a été déclaré, cet article 16, constatant que le fonctionnement des pouvoirs publics est interrompu, c'est assez vague ça, eh bien, il est habilité à prendre les mesures exigées par les circonstances. On ne peut pas faire plus flou et plus ambigu que ça. Bien. Quand on connaît naturellement l'attitude et la nature du Parti socialiste, mais aussi du Rassemblement national, et quand on connaît la personnalité, sans tomber dans le complotisme, un peu pathologique quand même, hein, de notre cher président, il y a de quoi s'inquiéter après le 23 décembre prochain, qui est la date où le couperet tombe. Bien, que faire donc pour riposter? C'est le troisième point. Et sur qui peut-on compter? Bon, c'est là que je serai bref, rassurez-vous, presque fini. Alors, on va prendre chacun des partis de l'offre publique, l'offre politique, pardon, entre guillemets. Mais je serai rapide. Le RN. Chacun a pu constater sa normalisation en même temps que sa dédiabolisation. On en a déjà parlé, je ne reviens pas. Autrefois, il élevait un petit peu la voix contre ce qu'il appelait les mondialistes. Il est désormais, comme d'ailleurs l'ancien MSI dont on a parlé hier, l'ancien MSI qui est devenu Fratelli d'Italia, en Italie. Il est désormais donc, comme ce qui se passe en Italie, totalement pro-UE, pro-euro, pro-OTAN. En plus, il a été adoubé par le MEDEF. Vous avez vu cet été, les repas, les petits repas comme ça, entre les gens du MEDEF, l'invitation de Bardella à l'université d'été du MEDEF, etc. Bref, on peut même considérer qu'il est pratiquement non seulement adoubé, mais programmé pour effectivement constituer ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire la roue de secours du capital dans ce pays comme dans tous les autres. Le bloc central, entre guillemets, bon, on ne va pas perdre son temps, que ce soit Ensemble pour la République, macroniste, que ce soit Horizon et Indépendant, Philippe, XLR, que ce soit Renaissance, Attal, que ce soit les démocrates du, entre guillemets, Modem, UDI. Je mets d'ailleurs là-dedans, vu leur dernier vote,
le groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, nous subissons la politique de ces gens-là depuis des décennies. Donc, il n'y a rien à en attendre, forcément. LR, il s'agit de la droite classique, balancée entre le RN, Union des droites pour la République de Ciotti, qui a complètement viré, et le macronisme. Ils sont ballottés entre ces deux pôles. Il n'y a qu'à voir ce qu'en racontent nos amis Philippe, Darmanin ou Wauquiez. Bon, à mon avis, ce parti-là est condamné à disparaître tôt ou tard. Le PS, il est prêt à toutes les trahisons. Et pas depuis hier. Depuis 1920. On l'a encore vu avec sa trahison de la NUPES, puis du NFP. Et sa vente publique à Le Cornu actuellement. Il incarne le social-libéralisme incurable, voilà, de Léon Blum à Hollande, en passant par Jospin. Puis on pourrait en citer d'autres. Vous savez que Jospin détient le record des privatisations. Un socialiste qui détient le record des privatisations. C'est pas la droite. ELV, ils sont Macron-compatibles. Comme naturellement sa secrétaire générale actuelle, qui se déclare candidate au présidentiel. Il n'y a donc rien à attendre. Il n'y a qu'à tout simplement observer leur vote au Parlement européen sur des sujets comme par exemple l'Ukraine. On voit de quel côté ils sont. Et puis beaucoup d'autres. Le PC, c'est ça qui fait peut-être un petit peu plus mal pour un certain nombre d'entre nous qui en venons. Noyé dans la gauche démocratique et républicaine, GDR, il va de renoncement en compromission. On l'a encore vu hier. Avec les Verts et le Parti socialiste, tout ça pour quoi faire? Pour sauver quelques élus, quelques municipalités, et encore sans en avoir la garantie, puisque d'élection en élection, il décline. La gauche dite radicale, comme tous les partis que je viens de citer, ils sont tous européistes. On se souvient des États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe soumis au capital. Et ils sont tous pro-ukrainiens, pro-OTAN. Il n'y a qu'à écouter les gens du NPA, par exemple. LFI, je termine par eux. Mouvement gazeux, et non pas parti politique, qui s'est aligné, on est bien obligé de le constater, hélas, sur l'UE et sur l'euro. Et il ne sait plus très bien où il habite avec l'OTAN. Et la question ukrainienne non plus. Et quant à sa créolisation, il y aurait quand même matière à en discuter. Pour le moins. Et puis, moi, ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, mais ça date pas d'hier, tout ça, c'est le fait qu'il a fondé sa stratégie sur Laclos et Mouffe. Vous vous souvenez de ça? Le peuple, c'est-à-dire sur une analyse qui n'est plus une analyse de classe. Bien, tout cela nous pousse à penser que même si LFI apparaît aujourd'hui comme étant la seule force d'opposition qui compte, on est en droit de s'interroger sur sa stratégie et sur le comportement qu'il aura si par hasard elle accédait au pouvoir. Et on ne voit pas très bien comment elle pourrait résister à l'assaut immédiat dont elle fera l'objet dès son élection et même avant par le capital et tous les instruments que celui-ci possède au niveau européen, notamment, mais aussi international. On aimerait bien qu'il puisse aller plus loin, mais force est de constater qu'il n'est pas à l'abri d'un autre tournant de la rigueur. Alors merci beaucoup, on a déjà donné, et on a vu ce que ça donnait effectivement. Tous ces partis font semblant de ne pas voir que la construction, entre guillemets, de l'Union européenne et de l'euro
a totalement dépouillé les peuples de toute souveraineté. Bon, on n'arrête pas de le dire, donc voilà. Il s'agite dans un théâtre d'ombre, c'est un théâtre d'ombre, la politique de ce pays, ainsi que d'ailleurs de tous les pays adhérents de l'UE. Pays où tous les pouvoirs ont été préemptés par la Commission de Bruxelles, le Conseil des chefs d'État, la CJUE et la BCE. Vous remarquerez que 3 sur ces 4 structures ne sont pas élus. Ils sont donc définitivement condamnés à l'impuissance, avec en perspective leur alliement au sceau fédéral européen, qui arrive à grands pas, et la disparition pure et simple de la nation française au profit d'une Allemagne remilitarisée, soumise aux suzerains nord-américains, ce qui ne l'empêche pas de revendiquer notre place de permanent au Conseil de sécurité. Elle le revendique pour l'UE. Mais qui commande dans l'UE? Et en plus, c'est pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, la double clé sur notre puissance nucléaire. Déclaration de Mers, je ne sais plus quand, il y a 2 mois, 3 mois. Voilà. Et tout cela, naturellement, après avoir détruit notre industrie. Ça a été bien analysé par Jacques ce matin, du fait de la surévaluation au niveau du franc d'abord, et les conséquences que ça a sur l'euro ensuite. Bien, alors, ça sera ma conclusion. Sur qui compter pour construire une alternative politique et institutionnelle et pour être capable de construire un budget qui serve les classes populaires? Bon, il va y avoir un débat tout à l'heure, donc je me contenterai de dire ceci. Il m'est d'avis, je ne suis pas le seul, il m'est d'avis que notre coordination nationale pour un nouveau référendum sur la question de savoir s'il faut ou non rester dans cette UE et cette euro et dans l'OTAN plus tard, il m'est d'avis que cette coordination qui commence bien, qui est toute fraîche, toute jeune, aura probablement un rôle important à jouer dans cet enjeu. Bon, je parle, vous l'avez compris, du PRCF, du RPS FIER, de la DPC, du PARDEM, et nous l'espérons, nous ferons tout pour ça, sûrement, probablement, d'autres organisations qui devraient réfléchir tout ensemble à une stratégie commune. Parce que, comme l'a dit Jacques ce matin, ou hier, je ne sais plus, il est absolument illusoire de compter sur tous les autres partis politiques. Car de même, nous allons avoir un budget dicté par l'Union européenne, c'est clair, à l'encontre donc des intérêts du pays et de son peuple. De même, il faudra que les peuples choisissent entre une bureaucratie européenne oligarchique et capitaliste, et néolibérale bien sûr, et leur souveraineté politique, qui doit être reconquise. Et je pense qu'en plus des assemblées populaires locales, que nous allons essayer de, effectivement, mettre en place, il faudra impulser tout ce mouvement politique par une orientation et une direction nationale que seules des organisations comme les nôtres sont aujourd'hui capables de faire. Voilà, je m'arrête là. Merci pour... Alors déjà, désolé de n'avoir pu être présent ce matin, mais vous avez compris que les conditions sont un peu acrobatiques pour moi. Et en plus, me pose des petits problèmes de budget, c'est le cas de le dire. J'y avais fait référence, il y a encore fait référence tout à l'heure, au fait qu'au-delà de 200 € de découvert à partir du 20 novembre 2026, ça va être de plus en plus compliqué. Donc là, je serai très très en difficulté, mais passons. Je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà beaucoup de choses ont été dites que je partage. La question se pose même pas là-dessus. Tu as soulevé un point important, c'est-à-dire le fait de dire que le budget est avant tout une question politique.
D'ailleurs, cela est démontré historiquement. N'oublions jamais quand même que c'est l'une des causes majeures de la Révolution française. Et que d'ailleurs, si vous prenez l'article 20 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, vous y verrez qu'il est indiqué que tout citoyen, bien sûr, doit concourir à la hauteur de ses moyens, mais que, par ailleurs, il a le devoir de se faire rendre compte de l'usage de ces impôts. Voilà. C'est clairement indiqué dans la DDH du 24 juin 1793, rédigée par un certain Robespierre. Je comprends qu'il fasse peur à partir de là. Mais il n'y a pas que là-dessus. Vous prenez l'article 21, ça parle de l'assistance publique, autrement dit de la sécurité sociale. Vous prenez l'article 22 sur l'éducation. Il y a des tas de trucs dans cette DDH. Mais en tout cas, le budget est déjà un problème à l'époque. Et évidemment, surgit le mot magique, celui de la dette. Joli, comment dirais-je, tour de passe-passe d'un certain point de vue. Je vais y revenir. Mais sur la question du budget, si on regarde bien historiquement, elle est toujours au cœur de tout mouvement révolutionnaire. Vous prenez 1789, vous prenez 1871 et la Commune de Paris, dont la première grande erreur, selon Karl Marx, de la part des partisans de la Commune, est de ne pas avoir attaqué la Banque de France, de ne pas avoir pris d'assaut la Banque de France. Par la suite, Jules Guesde, d'ailleurs, appellera à prendre d'assaut la Bastille financière, par la suite. Bon, il est en concurrence avec Jaurès à ce moment-là, mais il appelle à cela. Et puis, vous aurez toujours le mur de l'argent, où même quand il n'y a pas de révolution, comme en 1924 avec ce qu'on appelle le cartel des gauches, en fait, c'était surtout les radicaux, avec plus ou moins un soutien, je ne vais pas dire socialiste, je veux dire un soutien de la SFIO. Tout comme je ne peux plus dire communiste pour le PCF depuis longtemps, je dis juste PCF, c'est tout. Ça doit s'arrêter là, parce que les socialistes ne sont pas des traîtres, non? Ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis. Si vous trahissez une fois, bon. Mais si vous trahissez 25 fois depuis, d'ailleurs, n'oublions pas le vote des crédits de guerre en 1914, vous n'êtes plus traître. Vous êtes juste ennemi, c'est tout. ELV aussi, d'ailleurs. Et les directions, je dis bien les directions, car il faut distinguer de ce point de vue au niveau, effectivement, des eurodéputés, des députés PCF, LFI, etc., et la base, mais là aussi, ça devient progressivement des ennemis, qu'on le veuille ou non. Bon, dans le cas du PCF, c'est depuis l'eurocommunisme. Ça fait affaire près de 50 ans quand même. Donc, si vous voulez, vous prenez à chaque fois les révolutions ou les mouvements où il y a un peu de gauche au pouvoir, 1924, 1936. L'une des toutes premières raisons qui explique l'échec du Front populaire, alors on parle souvent de la guerre d'Espagne, c'est vrai, mais c'est aussi le fait que Léon Blum, qui n'est pas très chaud en réalité pour les mesures sociales qu'il est obligé de mettre en œuvre sous la pression, il n'est pas très très chaud. Et bien, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de ne pas contrôler la fuite des capitaux en août 1936, même avant août. Alors forcément, ça veut dire quoi? C'est que le patronat qui a été obligé de signer les accords Matignon, ce que vous voulez, avec le couteau sous la gorge, il va très vite prendre sa revanche. Et c'est pas pour rien que 6 mois après, en février 1937, est décrétée une pause. On arrête là. Et quand Léon Blum demande les pleins pouvoirs financiers en juin 1937, au revoir, dégage. Le Sénat s'en occupe. De droite et radical de gauche, puisque c'est dit comme ça. Bon. Donc, si vous voulez, c'est pas nouveau. Tout comme c'est pas nouveau qu'en 1945, en réalité, les mesures mises en œuvre vont être très vite combattues dès 1945, notamment par un certain Antoine Pinet. Voilà. Lorsqu'il devient président du Conseil, son programme est clair, il faut en finir avec les sottises, c'est l'expression qu'il utilise, de la libération. En finir avec les sottises de la libération. Les financements, etc., enfin, toutes les mesures sociales. Bon. Par ailleurs, je tiens à souligner que si on prend nos amis du PS, SFIO, PS, appelons-les comme on veut, il n'y a pas de tournant de la rigueur en 81-84, disons idéologiquement. Dans les faits, oui, ça donne l'impression, mais idéologiquement, absolument pas. Et je peux d'autant plus vous le certifier qu'il se trouve que j'ai travaillé dans mon mémoire d'histoire sur la révolution des œillets au Portugal, vue par les socialistes. Et qu'est-ce qu'on découvre en étudiant les archives de la Fondation Jean Jaurès? Il suffit d'aller là-bas. Eh bien, on découvre qu'en réalité, le PS appuie à fond le Parti socialiste portugais de Soares, qui est un véritable missile téléguidé de la part de la Fondation Friedrich Ebert en RFA,
des États-Unis qui envoient comme émissaire sur place à Lisbonne Frank Carlucci. Alors, je vous conseille de regarder son CV à ce gars, Frank Carlucci, C-A-R-L-U-2-C-I, c'est merveilleux. Évidemment de la CE qui tout à coup s'alerte du fait qu'il n'y ait plus Caetano, le successeur de Salazar au Portugal, parce que le Portugal pourrait devenir rouge tout à coup. Vous avez tous ces éléments-là. Et Soares va être vraiment un missile téléguidé pour combattre le Parti communiste portugais et les capitaines qui avaient été auteurs de la Révolution et qui d'ailleurs avaient des idées, pas tous d'ailleurs marxistes-léninistes, mais enfin des idées quand même qui penchaient un peu trop à gauche, au goût de la CEE, des États-Unis, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand Mario Soares devient président du Conseil, Premier ministre en 1976, parce que c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a combattu avant tout le Parti communiste portugais, etc. Parmi les 2 premières mesures qu'il met en œuvre, c'est simple, c'est 1, acte de candidature pour entrer dans la CE, et 2, demande d'aide au FMI. Enfin, aide. Et comment réagit François Mitterrand, et puis d'ailleurs comment réagissent les socialistes, à l'exception à l'époque du CRS de Jean-Pierre Chevènement, il faut le signaler, ils applaudissent. Vous avez raison. Voilà. Donc dès le milieu des années 70, on sait où ça va pencher idéologiquement, et d'ailleurs ça se voit en réalité progressivement dans les discours qui sont tenus, notamment sur la question européenne. Ça se voit, c'est spectaculaire. Donc, je pense que c'est utile d'avoir tous ces éléments en tête parce que, dans le que faire que tu soulevais tout à l'heure, il me semble qu'il y a un point très important que nous devons toutes et tous savoir, quelles que soient nos diverses sensibilités et tendances, c'est l'usage du vocabulaire que nous utilisons. Par exemple, tu as utilisé le terme, et c'est normal parce que tout le monde l'utilise, mais il n'y a pas de réforme, il n'y a que des destructions. Il n'y a que des destructions. Une réforme, la logique, c'est d'améliorer. Or là, c'est fait pour détruire, littéralement. Et une des explications pour comprendre pourquoi on est dans cette situation, tu le disais à raison, toutes les minutes, ça change. Mais c'est volontaire. C'est une stratégie qui avait déjà été utilisée en Nouvelle-Zélande en 1989 par le Premier ministre de l'époque, qui expliquait qu'en fait, il fallait lâcher des attaques, mais à tout va, tout le temps, pour ne plus savoir où donner de la tête. Mais dans le fond, le truc est très cohérent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Denis Kester, l'ancien numéro 2 du MEDEF, qui l'avait dit en 2007. C'est ça. Il le dit d'ailleurs en disant, quand il déclare, bon, on a l'impression comme ça, avec toutes les réformes mises en place par Sarkozy, que ça part un peu dans tous les sens. Il le dit. Et il ajoute, mais en réalité, il y a une vraie cohérence dans tout ça. Il y a une vraie cohérence. D'abord, premièrement, c'est brouiller les pistes, brouiller les esprits. Et deuxièmement, le plan d'attaque est clair. Tout à raser. Les conquêtes sociales, les salaires, les retraites, tout. Alors après, on lance un ballon, un décès, ça prend pas, on revient en arrière, on recommence, on laisse passer le temps. Enfin, c'est un truc, mais qui est parfaitement huilé et rodé. Et c'est normal, puisque c'est l'application d'ailleurs des feuilles de route dont tu as parlé, des GOPÉ, sans compter de la feuille de route inscrite dans le cadre du pacte budgétaire, n'oublions pas, qui avait été signé par Sarkozy et ratifié par François Hollande en 2012. Rappelez-vous qu'il avait promis de renégocier le traité. Évidemment qu'il n'y avait pas le renégocier. Bon. Mais je vous dis ça parce que là, j'avoue que j'ai été un peu surpris ce jour-là, quand j'ai découvert qu'en 2017-18, France 3 avait réalisé une émission très honnête. J'étais vraiment stupéfait d'ailleurs. Elle est disponible sur YouTube, qui s'appelle « Quand les Français ont dit non à l'Europe ». Eh bien, écoutez, franchement, c'est étonnant, profitez-en pour regarder. Ça dure 55 minutes. Moi, je monte ça à MZF, c'est bon. Ils comprennent vite fait c'est quoi l'UE, le budget, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça est parfaitement huilé. Tout ça est parfaitement huilé. La Grèce, on a offert la démonstration spectaculaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je crois, et c'est ça le plus important, comment ? L'Espagne aussi. L'Espagne, bien sûr. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est que la question budgétaire devient une question quasi révolutionnaire. Et là, il faut regarder ce qui s'est passé il y a un an pile quasiment. Souvenez-vous qu'à la fin de l'année 2024, le président sud-coréen a été destitué. Il a été destitué. Alors, on n'en a pas trop parlé dans les raisons profondes, mais la raison, c'est parce qu'il a voulu tenter de faire passer en force le budget sud-coréen, qui était orienté vers quoi ? Vers la guerre.
puisqu'un partenariat a été signé sous Joe Biden, d'ailleurs, entre la République de Corée, elle est appelée ainsi la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Eh bien, il y a eu un soulèvement, il a tenté de passer en force, et c'est ça qui a entraîné sa destitution, la question budgétaire. Et vous voyez bien qu'en réalité, un petit peu partout, quand ça crie, y compris, d'ailleurs, c'est très intéressant dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, le Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, il y a un retour de la lutte des classes là-bas. Il y a eu des mouvements de grève, mais extraordinaires ces dernières années. Aux États-Unis, on bat des records de démission des travailleurs dans de très grandes entreprises. Il y a même un mouvement qui s'est créé qui s'appelle le Striketober. Bon. Et je dis tout ça parce que, en fait, la question budgétaire devient vraiment une question, mais elle l'a toujours été, mais elle est plus que jamais aujourd'hui une question de classe. Et pour une bonne raison. C'est parce que le budget, quoi qu'il arrive, est orienté avant tout, dans tous les pays, vers la guerre. Un récent article du Nouvel Économiste, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça sur Internet, une nouvelle revue, expliquait que les pays riches, je parle des pays riches, et ça inclut au passage Israël, etc., battent des records de financement et d'augmentation du budget pour des raisons militaires. C'était un article de juin 2025. Je pourrais vous retrouver la source, il n'y a pas de problème. Bon. Et d'ailleurs, c'est là aussi volontaire. La dette, de ce point de vue, n'a jamais été un problème pour les capitalistes. Jamais. D'ailleurs, n'oubliez pas que Ronald Reagan, c'est ce qu'il a fait. On dit souvent les néolibéraux combattent la dette. Ah, pas du tout. Il l'a créée. Et il l'a créée comment ? Il l'a créée à travers des dépenses publiques tournées vers l'armement, qui ne peuvent pas être compensées, de toute façon, par les quelques économies, que sais-je encore, dont on a parlé. C'est absolument impossible. Et j'ajoute que, en ce qui concerne en particulier les États-Unis, on peut aller bien plus loin. Les États-Unis, structurellement, ont besoin de la guerre pour leur économie. Structurellement. Ce n'est même pas moi qui le signale, c'est Eisenhower. Si vous lisez le discours de départ d'Eisenhower de la Maison-Blanche le 17 janvier 1961, il est consultable sur France Info. Il le dit clairement. Il le dit que jamais le complexe militaro-industriel n'a eu autant d'influence que cela aux États-Unis. En 61, alors imaginons 2025. Et il explique que là, il est en train de se mettre en place un pouvoir. Il utilise le mot avec une influence totale. Si j'étais méchant, je dirais totalitaire, mais enfin, je ne vais pas l'être. Et je vous dis ça parce que, en fait, c'est exactement vers ça qu'on veut nous orienter, d'une manière ou d'une autre, progressivement, en France et ailleurs. Ce qui, en plus, offre l'avantage de faire taire les oppositions, puisque déjà, hier, Gilda faisait référence à un des responsables de la gendarmerie nationale qui a annoncé qu'il y avait des risques que les gens se révoltent, parce que, quand même, pourquoi aller faire la guerre, dépenser autant de pognon, etc. Alors, en expliquant qu'en plus, pour combattre la dette, ça ne va pas passer à un moment donné. Ils en sont parfaitement conscients. C'est en cela que ça devient révolutionnaire, et d'autant plus que, et sans que je rentre dans les détails, parce qu'on va en parler après, effectivement, d'autant plus que les solutions institutionnelles et possibles à l'heure actuelle sont toutes impossibles à mettre en œuvre. Impossibles, puisque nous ne contrôlons rien, de toute façon. Ça a déjà été dit, je ne vais pas réinsister là-dessus. Et en effet, il sera difficile de compter sur tous les partis dont on a parlé. En n'oubliant pas, parce que tu as parlé du PCF, là aussi, bon, parfois il y a des fulgurances, on ne sait pas pourquoi, mais enfin globalement, n'oublions pas que le 30 novembre 2022 a été adoptée une résolution à l'Assemblée nationale par le MoDem, par les LR, par Macron, par le PS, par ELV, par le PCF, en faveur de l'économie de guerre. Une résolution qui indique que l'Ukraine pourra être membre de l'OTAN et de l'UE, que la France doit être ancrée dans l'OTAN et dans l'UE, et qu'il faut fournir l'effort de guerre. LFI et le RN se sont abstenus. Il n'y a eu qu'un seul député qui avait voté contre un député LFI à l'époque. Bon. Donc, à un moment donné, en fait, la solution viendra aussi, Jacques en a parlé d'ailleurs hier, de la pression populaire en réalité. Parce que, qu'est-ce qui a fait le plus trembler ces 10 dernières années ? Je n'ai pas besoin de vous le dire. J'ai absolument pas besoin de vous le dire. Vous le savez, nous y étions d'ailleurs. Enfin, je pense que nous y étions tous d'une manière ou d'une autre. Nous, on y était clairement dans le mouvement. Ça n'a pas disparu, soit dit en passant. L'esprit est toujours là. Les groupes sont toujours là, alors, éparpillés, dispersés, tout ce que l'on veut. Mais l'esprit gilet jaune est là. Et j'ajoute, pour terminer, qu'il y a une problématique qu'il ne faut pas oublier également de prendre en compte dans cette affaire,
c'est la question syndicale. Non pas, encore une fois, au niveau des états-majors, parce que de toute façon... Mais le fait est que ça gronde beaucoup, à l'intérieur de la CGT en particulier. Ça s'est vu en 2023. Il n'est pas à exclure qu'il y ait à un moment donné une explosion littéralement de la CGT, parce que justement, au sein de la CGT, vous avez la diffusion de slogans comme celui qu'on a lancé en septembre 2022, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. C'est un slogan politique, purement lié à l'argent. Eh bien écoutez, maintenant moi je suis à Lille, c'est repris dans les tracts, c'est repris dans les micros de la part de l'Union départementale du Nord, de la part de l'Union locale de Tourcoing. C'est repris dans d'autres unions départementales. C'est même repris, alors ça, comme ça, rapidement, vous vous doutez, par la direction nationale de la CGT, quand il faut montrer qu'on hausse un peu le ton. Après, pas d'illusion. Mais pourquoi ? Parce que, encore une fois, en réalité, au sein de la CGT, certaines fédérations, je pense, on parlait tout à l'heure de la métallurgie. Bon, je pense aux industries chimiques, aux dockers, aux cheminots. Vous voyez que Mathieu Bolreda, il vient de la CGT cheminot de Versailles, j'en ai parlé hier. Les électriciens. Tout cela voit très bien les effets, en réalité, progressivement de l'Union européenne. Ils voient plus ceux de l'OTAN, pour l'instant. Mais même de l'Union européenne, ils commencent à le voir. Écoutez, vous êtes syndicaliste CGT à EDF, je n'ai pas besoin de vous expliquer les directives que vous appliquez. Bon. Eh bien, c'est là aussi où on peut disposer de points d'appui qui ne doivent pas, je ne dis pas que ça doit être absolument forcément des leaders dans l'absolu, mais ils peuvent être des points d'appui utiles. Parce que qu'on le veuille ou non, ils ont des capacités possibles d'entraînement. Je donne un exemple, nous avons au PRCF le responsable, le secrétaire de la fédération des travailleurs frontaliers de Moselle, il s'appelle Arsène Schmitt. Derrière, c'est 13 000 membres. Moi, je peux vous dire, ce qu'il fait diffuser comme message, c'est très clair. Et il est reconduit. Donc, c'est aussi là-dessus que nous pourrons, je pense, capitaliser, sachant que nous allons voir après les questions d'alliance, je ne vais pas m'éterniser, mais quoi qu'il arrive, dans le fond, c'est pour ça que nous parlons de Frexit progressiste. Sortie de l'euro du lieu de l'OTAN, c'est évident, mais derrière, n'oublions pas que, plus que le néolibéralisme, pour nous, PRCF, il y a le capitalisme. Et le capital, vous savez, il n'a pas attendu la version néolibérale pour faire pression sur les gouvernements de gauche, ou dits de gauche, j'en ai déjà parlé, d'un point de vue historique. Donc là-dessus, attendons-nous quand même, et je pense qu'ils ont peur pour conclure en face que ça explose encore, ou du moins que ça se remette en mouvement, ils le sentent, et c'est pas pour rien qu'ils font tous ces petits tours de passe-passe pour essayer de gagner du temps. Ils ont encore peur en face, c'est là-dessus aussi que nous devons capitaliser, la peur d'en face, bien plus forte qu'il paraît. Je ne dis pas que nous avons tous les armes pour réussir, mais en tout cas, nous avons celle importante de faire peur en tenant des discours, comme le disait Jacques hier, où il faut y aller. Il ne faut plus hésiter. Ah si, peut-être un ajout quand même, dans les mesures à prendre d'urgence. Moi, si je regarde un peu d'un point de vue historique, j'ai parlé de la fuite des capitaux. Quand Jacques hier a parlé à une proposition qui me paraît très intéressante, et que je relayerai dans la commission des relations politiques du PRCF, sur la question d'avoir déjà, et de toute façon c'est comme ça qu'ont procédé aussi les bolcheviks, soit dit en passant, d'avoir déjà des mesures toutes prêtes, parce que arriver au pouvoir, je ne sais pas si on y arrivera, appeler encore moins, mais le prendre. Et je dis ça pourquoi ? Parce que l'une des toutes premières mesures à prendre, c'est la question du contrôle des frontières. Et les frontières économiques, les capitaux. Parce que, inutile de vous dire qu'imaginez que tout à coup les détenteurs de capitaux nous voient arriver avec nos discours. Non mais vous imaginez, c'est tout de suite, on se barre. On fait partir nos capitaux. Alors, il y a un avantage. C'est même un amont des élections déjà. Mais c'est naturellement. Mais il y a un avantage. C'est qu'il y a aussi beaucoup de capitaux étrangers en France. Je dis ça pourquoi ? Parce que faire partir tous les capitaux aussi violemment, ça va quand même être compliqué. Et je dis ça en particulier parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un pays de plus en plus riche chaque jour. S'il y a croissance économique, c'est qu'il y a création de richesse. C'est juste que... eh ben oui. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un moyen de pression. Vous savez, une fois au pouvoir, il y a des négociations. Les bolcheviks, ils ont dû négocier aussi. Négocier sur divers aspects, y compris la question des emprunts russes, en passant. Eh bien, ça aussi, c'est une arme. Parce que qu'est-ce que c'est que la politique, si ce n'est la continuité de la guerre par d'autres moyens ? Ça aussi, c'est une arme qu'il faut avoir en tête. Et pour que cette arme soit efficace, incontestablement, si on arrive et qu'on ne sait pas trop quoi faire d'emblée, c'est perdu.
Ça veut dire que l'une des toutes premières mesures parmi les décrets importants doit concerner cette question de l'argent et de la circulation des capitaux. Elle est fondamentale. Sans cela, on s'écroule en 2-3 mois. Ça, pour le coup, on a le désavantage par rapport à Lénine et aux bolcheviks que les capitaux peuvent circuler alors, à une vitesse ahurissante aujourd'hui. Je ne m'attarderai pas sur les aspects techniques parce que je les connais beaucoup moins que Jacques, notamment qui les a étudiés. Mais en tout cas, d'un point de vue politique, c'est central, c'est stratégique. Si on veut espérer derrière pouvoir créer des conditions et tout ce que tu as évoqué.